Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de nous avoir rejoints ici depuis les studios de Radio Dandé Liptako, émettant sur les 96.2 FM à Niamey et 94 FM à Ouagadougou. Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, qui vient d'accueillir le forum confédéral des organisations de veille citoyenne de l'espace AES, placé sous le haut patronage de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, président également en exercice de la Confédération. Un forum suivi des meetings confédérales populaires au mémorial Thomas Sankara. En marge également de ces activités, les ministres ont eu à pencher sur la feuille de route de l'an 2 de la Confédération, notamment au niveau des 3 piliers, défense, sécurité, diplomatie, développement. Dans cette émission qui sera diffusée par les médias de l'AES, la radio Dandé Liptako et la télévision de l'AES, nous avons la chance d'avoir le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Mali et du Niger, et également le président de la Commission nationale de la Confédération de l'AES, M. Bassolma Bazé. Monsieur Bazé, bonjour. Bonjour. Voilà, déjà un regard sur ce meeting confédéral, cette rencontre par rapport à la veille citoyenne au niveau de l'AES. Pour commencer, que mon frère ministre des Affaires étrangères du Burkina me permette de souhaiter la bienvenue à nos 2 autres frères, mon frère Diop et mon frère Bakary, qui sont venus dans le cadre de cette rencontre ministérielle de statuer sur le projet, la feuille de route à soumettre aux différents chefs d'État. Je leur souhaite sincèrement un très bon séjour chez eux. Deuxième élément, c'est d'exprimer une mémoire pieuse sur l'ensemble de tous ceux qui sont tombés dans le cadre du combat de la souveraineté et souhaiter beaucoup de courage à ceux qui sont ces différents fronts, et vous y compris, dans la mesure où nous sommes en guerre aussi de communication. C'est aussi essentiel pour même permettre à ceux qui tiennent les armes là de tenir quand il y a des bons propos qui sont diffusés à travers ces médias. Quel regard j'ai fait sur le forum confédéral qui est convoqué, c'est d'abord saluer les initiateurs, saluer la disponibilité de notre ministre des Affaires étrangères, la promptitude avec laquelle le dossier a été géré, et saluer grandement la disponibilité de nos 2 frères du Mali et du Niger. C'est pas évident. Nous savons très bien que les emplois du temps sont extrêmement chargés. Mais je salue ce sacrifice de leur part parce que vous savez très bien que la nourriture intellectuelle, dans un combat de communication, elle est très importante. Et malgré leur charge de travail, ils ont souhaité venir éclairer les esprits, donner de l'espoir à la jeunesse, les mobiliser, parce que j'ai toujours l'habitude de dire, et je le répète, que s'il n'y avait pas cette mobilisation populaire, c'est pas évident que ces 3 pays de l'AES allaient tenir. Donc le pouvoir appartient au peuple. On constate que le peuple l'exerce à travers les mobilisations. Ça veut dire que ces différents peuples, ou peuples unis dans l'espace AES, ont déterminé leur mission historique. Il leur revient de les assumer. Mais justement, la disponibilité des 2 frères pour venir éclairer davantage l'orientation qui a été prise, elle est fortement à saluer. Et pour terminer, au nom du comité d'organisation mis en place pour leur accueil, j'assume l'ensemble des insuffisances et les présente mes sincères excuses en carrément. On va parler amplement de cette rencontre de veille citoyenne dans la dernière partie de ce débat. Mais déjà, avec le ministre burkinabé des Affaires étrangères, on va essayer de parler de la feuille de route. Monsieur Traoré, on entre dans l'an 2. Déjà en termes de rétrospective par rapport à l'an 1, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à notre alliance, l'alliance des États du Sahel? Merci. Je dois, avant de m'étaler sur cette question, d'abord saluer le travail formidable qui a été fait durant l'an 1 et qui a été porté avec engagement par le Mali. C'était une année d'immersion, une année d'apprentissage. Vous savez que nous sommes dans une démarche aussi pédagogique. Mettre en place une confédération, c'est une étape nouvelle pour nous.
La présidence malienne a permis de jeter les bases, de mettre en place les fondations et elle a été très efficace et nous devons saluer cela. Ce pas qui a été franchi, cela dit, a permis au Burkina Faso aussi de tirer leçon, parce que nous sommes dans un processus, pour prendre en compte ces leçons dans l'exercice donc, de l'an 2. Et c'est ce que nous essayons de faire. La réunion que nous avons tenue s'inscrit dans cette dynamique. Que nous puissions nous retrouver, revisiter ensemble le pas qui a été franchi, évaluer ce qui a été fait, ce qui doit être consolidé et éventuellement les nouvelles actions à inscrire pilier par pilier. Et au terme de cette rencontre, je dois dire que les experts ont fait un excellent travail que nous saluons sous la coordination efficace du président de la Commission nationale AES avec ses homologues. Et si vous vous souvenez, dès la prise de la présidence, il a lui-même pris son bâton de pèlerin pour visiter rapidement les 2 autres pays frères et s'inspirer de la façon la plus efficace qui pourrait être utilisée dans le cadre de cette présidence. Donc je dirais que nous sommes véritablement engagés et très satisfaits et nous essayons de mettre chaque jour en œuvre les orientations des 3 chefs d'État qui ont eu cette vision de créer cet espace autour d'un même destin et avec un peuple uni. D'accord. Monsieur Diop, vous êtes le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali. C'est vrai qu'à l'entame de l'AES, il y avait eu beaucoup de questions. Des gens étaient sceptiques. Est-ce qu'un an après, vous vous dites, à l'échelle des 3 pays, que vous aviez eu raison de mettre sur le fonds baptismaux une alliance des États du Sahel? Merci beaucoup, Sekou Tangara, pour la question. Aussi vraiment pour l'initiative de cette rencontre d'échange avec un sujet important. Mais avant ça, je tenais à remercier d'abord nos hôtes. Notre frère Pastor Mabazié, président de la Commission nationale AES, mais aussi notre collègue Karamoko Jean-Marie Traoré, mais toutes les autorités de Burkina, vraiment pour tout ce qui est fait depuis notre arrivée ici, mais aussi l'engagement dans le cadre de la Confédération. Je crois que votre question est un rappel important, parce que quand nous regardons les premiers instants de la mise en place de la Confédération, qui a été raillée, pratiquement dénigrée, où certains chefs d'État même ont indiqué qu'il s'agit d'une organisation fantôme et que bon, c'était une affaire de jour. Aujourd'hui, nous voyons que avec les pas importants qui ont été posés, mais surtout la détermination dont nous avons fait preuve, le fait que la vision était très claire, le leadership des présidents assumé, la très grande mobilisation populaire et le fait qu'aujourd'hui la Confédération est quand même une réalité tangible et ces différentes instances sont totalement fonctionnelles et les populations sont mobilisées. La preuve, c'est que cette rencontre, ce forum confédéral aujourd'hui sur la veille citoyenne, tout ça, ça veut dire que le cœur de la Confédération est en train de battre. Et je crois qu'un des facteurs de succès aussi, quand on regarde, on lit dans les yeux de ceux que nous combattons, on se rend compte qu'ils prennent la chose beaucoup plus au sérieux qu'aujourd'hui, que ce n'était le cas au niveau du début. Donc c'est une réalité géopolitique aujourd'hui qui est constatée par tout le monde. Pas que nous courions derrière une reconnaissance de qui que ce soit, parce que nous sommes là sur le terrain, nous travaillons à assurer la défense et la sécurité, nous travaillons à harmoniser nos positions sur le plan diplomatique, nous travaillons aussi à mettre en place les fondements d'un développement avec la Banque confédérale et d'autres initiatives. Donc aujourd'hui, nous sommes obligés de constater que la Confédération est en marche. Le plus important, c'est que nos citoyens y croient. Le premier point. Donc nous nous félicitons de cela, mais nous, avec aujourd'hui la présidence du président Traoré, et après que le Mali ait eu cette première phase, en tout cas de jeter les bases, aujourd'hui il est question pas seulement d'un transfert de pouvoir, mais il s'agit de passer à la vitesse supérieure. D'accord. Monsieur le ministre Boubacar Yaou Sangaré,
on est toujours dans les rétrospectives. Le Niger a permis de mettre sur orbite l'organisation puisque les 3 chefs d'État se sont retrouvés là-bas. Je pense que c'était pour l'une des rares fois. On se rappelle le bain, l'euphorie avec lequel les populations du Niger les ont accueillis. Est-ce qu'un an après aujourd'hui, on s'est dit que voilà, on a raison de mériter encore cette confiance des populations? Merci M. Tangara. Je voudrais remercier les facilités qui ont été mises à notre disposition depuis notre arrivée. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on participe à ce genre d'événement et on ne peut pas venir avoir la sensation de la télévision. Qui sont nos propres instruments qu'on a mis en place pour justement déconstruire tout ce narratif qui est là, qui est construit autour de notre confédération. Est-ce qu'on a eu raison ou pas de créer l'AES? Moi j'allais dire si on ne l'avait pas créé, peut-être qu'aujourd'hui tout cet espoir qu'on a suscité à l'AES, aujourd'hui quand vous voyez dans une AES, vous sentez l'espoir. Elle n'attendait que ça en fait. Elle n'attendait que ça. Elle n'avait pas de repère. Elle avait besoin des dirigeants qui vont faire. Quand cette affaire s'est posée, voilà comment ça s'est passé. On a un pays qui est là, qui est sous sanction, qui est enclavé, qui est sous sanction et qui n'avait une sanction totale, ce qui est un crime. Personne n'a le droit de mettre un pays enclavé sous embargo total. On n'avait pas beaucoup de choix. Ou bien, on fait comme par le passé. Donc on se met à genoux et puis on plie les organisations, on les supplie, notamment la France et puis la CEDEAO pour qu'on nous fasse clémence. Donc ou bien on décide de se battre et c'est ce qu'on a fait. C'était une décision politique qui a été prise par nos dirigeants pour créer, au lieu de rester. Et quand on s'est retiré de la CEDEAO, on n'est pas allé chacun de son côté, on s'est mis ensemble parce que nous savons que nous avons du potentiel. Nous savons que nous avons les moyens de réussir et aujourd'hui les résultats sont là. C'est quand vous prenez les 3D, vous prenez pilier par pilier. Quand vous prenez le pilier développement, on est déjà à une banque de développement. Aujourd'hui, nous avons la LG qui va être bientôt opérationnelle. C'est pour ne citer que là, quand vous prenez le pilier défense, personne n'a fait ce qu'on a fait jusqu'ici. On a mis en place une armée de 5000 hommes dédiée à la lutte contre le terrorisme, qui est le pilier fondamental pour lequel l'AES a été, enfin le problème autour duquel l'AES a été bâti. Et surtout quand vous prenez le pilier développement et diplomatie, aujourd'hui nous sommes, la coordination est parfaite et nous communiquons sans complexe. Okay. Merci, Monsieur le Ministre. Je rappelle que nous sommes en direct sur Radio Dandé Liptako, émettant à partir de Ouagadougou sur 94 FM et à Niamey sur 96.2 FM. On était censé mettre en boîte, mais on me signale que nous sommes en direct et puis une émission à retrouver également sur la télévision de l'AES. Monsieur Bazolma Bazier, on se rappelle votre discours d'ouverture hier. On a l'impression que le Burkina privilégie l'inclusivité, la complémentarité. Votre périple au niveau des différents pays, qu'est-ce qui explique cette volonté d'inclure, d'associer dès l'entame de la feuille de route de l'an 2? Merci bien pour la question. Je pense que l'inclusivité a été déjà impulsée par son Excellence le général Assimi Goïta depuis la prise du bateau, des commandes du bateau. Et mon cher frère ministre des Affaires étrangères du Burkina l'a dit. Le travail qui a été abattu par le Mali est assez énorme, bien sûr, avec l'accompagnement de ses deux autres frères présidents à ses côtés. Parce que si vous avez la fondation d'une institution à faire pour
il n'y a pas de texte, et vous êtes obligé, c'est comme si quelqu'un devait courir en portant son pantalon en même temps, c'est extrêmement difficile. Donc ça fait que le chapeau doit être tiré à son excellence, le général d'armée Assimi Goïta. Et c'est justement à travers les résultats que nous avons pu avoir dans la complicité parfaite entre les trois chefs d'État qui nous a éduqués et orientés à dire que nous avons intérêt à poursuivre ce qu'ils ont déjà commencé. Parce que s'il n'y avait pas de complémentarité, s'il n'y avait pas de complicité, ça allait être très difficile. Les menaces étaient énormes. Les menaces étaient complexes. Ça pouvait venir de toutes parts. Donc si nous avons pu tenir jusqu'au 23 décembre 2025, c'est lui au fait qu'il a donné la direction à suivre. Donc ce que nous avons fait, ça veut dire aller chez nos frères maliens et puis aller au niveau des frères nigériens, c'est qu'à la clôture du sommet, le 23 décembre 2025, il a été expressément instruit que les comités et commissions des trois pays doivent travailler ensemble, renforcer les relations pour mieux suivre la mise en œuvre des décisions prises par les trois chefs d'État et également préparer de façon conséquente les réunions des hauts fonctionnaires, les réunions des chefs d'État et les réunions ministérielles. Donc vous ne pouvez pas aller à la clôture, vous recevez une telle instruction et puis revenir dormir. Donc c'est un devoir pour nous de nous rendre auprès de nos différents frères. Nous avons été vraiment très bien accueillis. Les discussions ont été assez fraternelles et conviviales. La preuve est que nous avons pu nous retrouver chez nous encore à Ouagadougou dans le même sens. Donc j'ai conclu en disant que nous avons fait que suivre ce qui a été déjà instruit par le général d'armée, son excellence Assimi Goïta, dans sa façon de faire pour pouvoir avoir ses acquis. Nous avons fait que suivre ce chemin qui a été indiqué. Oui, monsieur le ministre Traoré, l'an 1, c'est l'implantation quasiment. Après l'implantation, normalement, c'est la consolidation. Pour nos auditeurs, nos téléspectateurs, est-ce qu'on peut revenir sur les principales articulations de cette feuille de route de l'an 2 Merci, M. Talara. Effectivement, comme vous l'avez dit, l'an 1, c'était la mise en place. Cela a permis d'abord de travailler sur tout ce qui est instrument d'identité de la Confédération. Vous avez suivi le travail énorme qui a été fait pour la création de l'hymne de l'AES, le drapeau de l'AES, la devise de l'AES, tout ce qui peut permettre de construire d'abord une identité, parce que tout part de là. À partir de ce moment, les autres chapitres peuvent être beaucoup plus efficaces dans un esprit d'appropriation. Parce que si nous voulons aller effectivement dans l'esprit de créer un espace avec un peuple organisé autour du même destin, avec des leaders engagés pour le même destin, il fallait d'abord partir de là. Ensuite, vous avez au niveau du pilier défense, qui est le pilier mère et qui a été à l'origine de ce sursaut de mutualisation et de solidarité, où les armées des trois pays ont continué à travailler ensemble, à mutualiser leurs efforts pour faire face à l'hydre terroriste. Je crois que les ministres qui ont intervenu avant moi ont insisté là-dessus. Nous nous sommes rendus compte que la vraie solidarité, c'est entre nous. On a attendu assez longtemps cette solidarité venant de l'extérieur. Il y a eu, certes, il faut le reconnaître, des gestes, mais jamais dans le sens souhaité. Les problèmes ont été longtemps évoqués, mais jamais suffisamment compris. Et quand ça a été compris, les réponses n'étaient pas adéquates. Ce qu'il fallait faire, c'était de se mettre ensemble, surtout que les organisations sur lesquelles on comptait sont elles-mêmes rentrées en conflit avec leurs propres membres et ça ne pouvait donner que ce résultat. Et au niveau du volet développement, le gros travail qui a été fait, c'était de mettre en place des instruments, les leviers essentiels sont la banque d'investissement, mais aussi de travailler à transformer l'autorité de l'Iptako Gourma en un instrument plus efficace, plus technique, un instrument de soutien pour éventuellement réfléchir et accompagner la mise en œuvre des grands projets intégrateurs. À partir du moment où ces échafaudages ont été mis en place, il revient à l'an 2, d'abord de poursuivre la consolidation de ce qui a été fait, comme vous l'avez dit. Donc il s'agira de travailler à
poursuivre l'opérationnalisation de la banque d'investissement, de travailler à poursuivre l'opérationnalisation de l'agence technique qui va l'accompagner, mais aussi de travailler à consolider d'autres projets de développement. La première année nous a permis, au niveau sectoriel, de créer une dynamique. Quand vous prenez les différents ministères, tous les champs thématiques sont couverts et tous les ministres ont appris à travailler ensemble, à se retrouver régulièrement au Mali, au Niger, au Burkina, sur des questions de culture, sur des questions agricoles, sur des questions commerciales, sur des questions de santé. Et cette dynamique doit se poursuivre. Parce que c'est de cette façon qu'on peut construire une administration efficace autour des mêmes pratiques, autour des mêmes acteurs et avec les mêmes objectifs. Cette variable a été prise en compte donc dans la finalisation de la feuille de route de l'an 2 pour faire en sorte que pilier par pilier, les sectoriels puissent travailler. Et la démarche méthodologique qui a été abordée m'a semblé très pertinente parce que chaque pays a travaillé d'abord à l'interne sur un draft qui a été proposé par le Burkina Faso et qui intègre déjà le bilan de ce qui a été fait au cours de la première année, en faisant le listing du niveau de mise en œuvre des différents chapitres qui ont été reconduits au niveau de l'an 2, au niveau défense, au niveau diplomatie et au niveau développement. Donc nous allons poursuivre ce travail pour faire en sorte que les projets nouveaux qui ont été identifiés et qui sont inscrits dans la feuille de l'an 2 puissent aussi commencer un démarrage pendant que les projets qui sont en cours depuis la première année poursuivent leur consolidation. D'accord. Monsieur le ministre Diop, de l'implantation à la consolidation, c'est notre défi. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Bon, le défi, c'est de dire que pour nous, fondamentalement, le travail n'a pas changé. Parce que, comme il l'a dit dès le début, les trois chefs d'État travaillent vraiment en symbiose avec un niveau vraiment d'engagement, de confiance très élevé entre eux, ce qui nous a grandement facilité la tâche. Tout ce qui a été fait, c'est vrai que le Mali assumait la présidence, mais ça a toujours été une démarche collective. La feuille de route qui a été adoptée était une feuille de route consensuelle agréée au niveau des trois pays. Donc, pour nous, le travail fondamentalement ne change pas. Aujourd'hui, le président Goïta quitte le siège de pilote, le président Traoré prend le siège de pilote, mais nous continuons dans la même lancée que tout ce qui doit être fait, nous devons le faire ensemble avec le même niveau d'engagement en comprenant que nos destins sont liés. Nous avons des questions existentielles qui sont des questions de sécurité qui touchent nos trois pays de la même façon. Nous avons des batailles géopolitiques importantes à mener aujourd'hui. Nous menons en groupe partout où nous devons vraiment pouvoir agir. Et sur la question aujourd'hui du développement, nous devons même aller plus loin, parler directement d'intégration. Parce qu'au-delà du développement, ce que nous souhaitons, c'est l'intégration économique, culturelle et humaine de nos trois pays, de telle manière que nos populations puissent aujourd'hui sentir le bénéfice d'être ensemble sur tous les plans. Donc je pense que cette consolidation-là vient à point nommé, mais pour nous, nous travaillons la feuille de route, on se l'approprie tous. D'accord. Voilà, donc c'est notre feuille de route commune. Et le chemin n'a pas changé parce que l'avantage de l'AES, c'est que ce n'est pas comme d'autres organisations où chaque président vient avec sa feuille de route, prend une direction, l'autre vient et il va en sens inverse. Donc, je crois que c'est la même direction. Voilà, il y aura des touches, il y a des cadences qui peuvent être différentes sur certaines matières, mais nous allons tous dans la même direction. Oui, Boubacar Yaou Sangaré, sur la même question, sur la feuille de route de l'André. Oui, merci. Sur la feuille de route, ce que je veux dire, moi, c'est qu'elle a été participative. Dès le début, nous avons demandé. Nous, ce que nous avons fait au Niger, nous avons d'abord regardé ce qui a été fait. Parce qu'il y a des corrections qu'il faut apporter. Parce que l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. S'il y a des corrections, on les a proposées. Si ça a été correctement fait, c'est bon. Maintenant, on a essayé d'identifier quelles sont les actions qui ont une synergie avec ce qui existe. Parce que tous les secteurs sont prioritaires. Vous savez, dans quel état étaient nos États avant la prise de pouvoir par les militaires? C'était un état de délabrement complet. Tous les secteurs étaient prioritaires. Donc on a essayé de voir parmi toutes ces actions, d'abord dégager des secteurs qui sont prioritaires. C'est sûr que là, hiérarchiser les priorités. Maintenant, parmi ces priorités, c'est de dégager qu'est-ce qui a un effet de synergie
avec ce qui existe déjà. Parce que c'est plus facile qu'il y ait un effet que d'aller implanter du nouveau. Alors qu'il y a quelque chose qui est là, qui peut avoir de la qui peut amplifier les effets de ce qui existe déjà. Donc, vaut mieux aller peut-être vers là, ne pas ratisser large pour un premier temps. Donc, quand on a identifié ces chantiers-là, qui ont un effet de synergie, on les a proposés. Après, on est allé vers pour implanter les nouveaux chantiers. Et comme mes autres collègues l'ont dit, on a fait en sorte qu'au moins dans chaque secteur, qu'il y ait une activité pour apprendre à nos ministères à mutualiser leurs moyens. Et je vous assure, les gens ne doivent pas s'inquiéter. Parce que c'est l'état d'esprit qui compte. Tout à l'heure, on était avec le président Traoré, il a dit que nous n'avons pas peur de nous tromper. Si on se trompe, ce n'est pas grave. On va corriger et puis on va. Le monde est tellement. La mutation est tellement rapide. Le monde aujourd'hui évolue à une vitesse extraordinaire. Tout à l'heure, le président disait vous pouvez faire votre plan aujourd'hui, demain vous vous réveillez, tout est chamboulé parce qu'il y a eu un conflit qui a éclaté quelque part. Donc nous n'avons pas peur. Nous voulons faire notre confédération en nous basant sur nos propres modèles. On n'a pas de modèle à copier, on n'a pas de repère. Parce que c'est quand vous avez un carcan et que vous êtes obligé chaque fois de faire attention pour ne pas heurter les bordures, pour ne pas aller au-delà, que ça vous pose un problème. Mais là, nous sommes complètement décomplexés. Nous faisons les choses telles que nous le ressentons pour le bien de nos pays, pour le bien de nos populations. D'accord. Si vous venez de nous prendre en marche, je vous rappelle que vous êtes sur Radio Dandé Liptako, émettant en modulation de fréquence sur les 94.1 FM à Ouagadougou et 96.2 FM à Niamey. Nous recevons autour de ce plateau M. Bassolma Bazié, président de la Commission nationale de l'AES du Burkina Faso, M. Karamoko Jean-Marie Traoré, ministre des Affaires étrangères du Burkina, M. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali, et Boubacar Yaou Sangaré, ministre des Affaires étrangères du Niger. On va entamer la dernière partie de l'émission. Je me tourne vers vous, M. Bassolma Bazié. L'histoire ne retient pas les nations hésitantes. L'AES a osé. Mais le projet AES dérange, M. Bazié. Comment faire face à cette tentative souvent peut-être de déstabilisation Sahel? Je pense que vous me permettez une fois de plus de saluer les trois chefs d'État pour le courage qu'ils ont eu de prendre une orientation que tout le monde sait peut vous coûter la vie. Et je salue également le travail qui a été abattu par nos représentants diplomatiques, les trois ministres des Affaires étrangères. Vous savez très bien qu'après la rencontre du 16 septembre 2023, ce qui guettait individuellement et collectivement les différents pays, ce qui a été produit comme documentation ou même prise de parole, dans certains milieux, il fallait oser. Donc c'est des gens qui ont manqué de sommeil. Je ne dis pas que le sommeil est entièrement revenu, mais ce sont des personnalités à féliciter parce qu'ils ont osé. Il faut le dire très sincèrement. Maintenant, pourquoi ça dérange? Nous avons bien dit que nous sommes dans une guerre qui a été fabriquée et imposée pour mieux nous dominer, nous piller. Mais justement, quelqu'un qui vivait à l'aise, qui utilisait votre somnolence, votre niveau bas de conscience, de plus de conscience, où il utilisait toutes les forces pour vivre de votre sang. Mais si vous prenez conscience et vous vous dites à partir d'aujourd'hui, mon sang ne sera plus sucé, vous ne prenez pas cette décision pour qu'il soit à l'aise. Ça dérange. Mais l'essentiel est que vous puissiez être maintenant à l'aise et avoir toutes les valeurs qui qualifient la vie humaine. Nous savons très bien que ce qui est en cours aujourd'hui, ils n'ont jamais changé depuis qu'ils ont pris la décision des années 1685, a dit dans le code noir que le noir est un objet qu'on peut manipuler, taillarder, vendre, prêter et en faire ce qu'on veut. Donc, avoir des dirigeants qui à un moment donné disent non, ça n'est de trop. Et quand tu regardes également dans l'histoire, ceux qui ont eu le courage, le même courage, ce qu'ils ont subi, il faut réfléchir par deux fois pour oser faire ce que les trois chefs d'État ont pu entreprendre comme direction pour pouvoir sauver les générations. Et si on pensait individu, ils n'allaient pas le faire. C'est parce qu'ils estiment que non seulement il faut se battre, se sacrifier aujourd'hui
pour réserver un lendemain meilleur aux générations futures. D'accord. Et justement, quel peut être le rôle de la veille citoyenne dans ce contexte-là? Ce matin, au Forum confédéral, nous avons même appris que vous êtes, entre guillemets, le chef des Ouaïnians. Je ne sais pas si c'est... Quel peut être le rôle de la veille citoyenne dans ce contexte-là? Merci bien, parce que le terme Ouaïnian, c'est un appel à dire « venez sortir » ou tout simplement « sortez ». Mais quand on dit à une population aguerrie « sortez », c'est qu'il y a danger. Et quelqu'un qui prend conscience, qui sait très bien ce que veut dire se battre pour conquérir sa souveraineté qui ne se donne pas, c'est tout à fait normal que permanemment tu sois prêt. À n'importe quel instant, n'importe quel moment. J'ai eu à dire une fois quand j'étais dans le gouvernement, lui il peut attester, qu'en principe, à tous les niveaux de responsabilité de l'État, nous sommes dans une période où, même pour dormir, il faut laisser ta culotte très proche parce qu'elle peut être amenée à être portée à n'importe quel moment. Donc de ce point de vue, c'est un appel constant 24 heures sur 24 à être en alerte. Donc c'est tout à fait normal que, quel que soit votre niveau de responsabilité, que ce soit ministre, président d'institution, c'est parce qu'il y a un pays qui existe que vous avez ce niveau de responsabilité. Donc si la vie du pays, l'avenir du pays est engagé, vous devrez vous mettre à un niveau de combat permanemment. Et j'ai aussi dit qu'en principe, l'armée devait doter tous les responsables d'institutions. Nous sommes en émission tout de suite. Si on nous disait que dehors, c'est parce qu'on souhaite que dehors ça chauffe, mais on ne devait pas chercher à appeler une sécurité à quelque part, sauf si c'est un renfort. Nous, on doit être capable de faire face. Et de ce point de vue, nous sommes des Ouaïens et on le réclame. Okay. Le deuxième niveau, c'est la jeunesse. La jeunesse doit d'abord prendre conscience que ceux qui sont au devant des postes de responsabilité aujourd'hui sont des gens qui se sont engagés pour sacrifier leur vie. Parce que quand vous prenez, nous tous autour de la table, aujourd'hui, appréciant les textes statistiques de nos pays en termes d'expérience de vie, vous allez trouver rarement qu'ils n'ont pas dépassé 7 cas. Ça veut dire qu'ils pouvaient dire qu'à cette étape, j'ai quoi à gagner à prendre des risques. Parce que ceux qui ne veulent pas prendre les risques, c'est parce qu'ils ne veulent pas affronter le feu. Mais les responsables qui sont devant aujourd'hui pouvaient se dire également, ils ont quoi à gagner. Si je prends l'exemple de notre chef d'État, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, mais quelqu'un qui a sa position auprès de ses frères, mais eux tous pratiquement mettent leur jeunesse dans des braises pour calciner, mais un jeune assez conscient ne peut pas s'asseoir croiser les bras. Et pour terminer, je l'ai dit dès l'introduction, il appartient à chaque génération de déterminer ses missions, de les assumer ou en tout cas de marquer de façon très malencontreuse l'histoire, ce qu'on ne souhaite pas. Donc nous invitons la jeunesse à rester éveillée. Et quand on regarde tous les corps qui sont ramenés par les eaux des océans en bordure des mers, nous regardons les chemins dans les déserts jonchés de squelettes de jeunes qui partent en recherche d'Eldorado. Ce n'est pas que nous n'avons pas les moyens chez nous. Nous avons tous les moyens. Donc la balle est dans le camp de la jeunesse. Elle est majoritaire. Elle est le fer de lance de demain. C'est à nous de nous assumer et donner également l'exemple pour qu'elle puisse prendre le même chemin. Justement, M. Jean, Marie Karamoko Traoré, dans votre prise de parole, vous êtes revenu sur le dynamisme de la jeunesse de l'AES. Ça veut dire qu'on n'a pas à se faire d'inquiétude à ce niveau-là par rapport à la veille, parce que nous avons une population très très jeune et dynamique. Oui, moi j'ai vraiment la certitude qu'elle demeure une force. Il faut surtout que cette jeunesse prenne conscience qu'elle constitue une force et qu'elle peut se mettre en mouvement pour servir le pays. Tel que le président Bassoma l'a mentionné, pendant longtemps, on nous a nous-mêmes présenté notre jeunesse comme un problème. Et les jeunes sont convaincus jusqu'à très récemment dans nos pays qu'ils étaient un problème et les revendications qu'ils faisaient étaient aussi structurées autour de ce regard. On ne leur a pas montré qu'ils étaient une solution. Et qu'en tant que solution, on ne doit pas seulement revendiquer, qu'on doit participer à créer des opportunités. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans cette dynamique. Moi, j'ai été impressionné par un jeune malien qui avait fait un témoignage à la télé une fois. Il disait, il était aux États-Unis. Là où je suis, il y a des milliers de jeunes qui savent faire ce que je fais. Mais je me suis rendu compte que si je repars dans mon pays, je ne suis pas sûr qu'il y ait plus de 2 jeunes qui font ce que moi je fais. Il est reparti. Et il a eu une adhésion, il a lancé son entreprise et ça fonctionne. Donc c'est des modèles qui montrent que c'est possible.
naturellement, il faut que nos pays, et c'est ce que les 3 chefs d'État sont en train de faire, créent les conditions pour les accompagner. Aujourd'hui, vous regardez, les politiques de jeunesse sont en train de changer de nature. Nous sommes en train de révaloriser certains secteurs qui constituaient des secteurs de frustration. Quand on était gosse, on te dit tu ne réussis pas à l'école, tu vas aller au champ. Quel regard on porte sur l'ingénieur agronome? Quand tu ne réussis pas à l'école, on va dire tu vas aller au garage. Quel regard on porte sur le mécanicien? Mais ce sont des métiers. Donc aujourd'hui, nous devons travailler à ce que la jeunesse prenne conscience que ce secteur agricole, c'est un secteur de noblesse, que le paysan que nous avons vu et dont le profil nous faisait peur, parce qu'on pense qu'il faut aller à l'école, revenir s'asseoir au bureau, c'était un discours justement qui nous aliénait. Et qu'ils doivent être fiers d'aller au champ, ensuite de porter leur grand boubou, aller faire le marché. Qu'ils ne doivent pas avoir honte de travailler et de rentrer dans une fosse pour travailler sur le bas de la voiture, la réparer, et que c'est cela qui donne la valeur ajoutée. Donc la jeunesse doit se repenser, se réapproprier et apporter sa force. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Oui, M. Abdoulaye Diop, vous êtes également adressé aux jeunes, vous leur avez rappelé qu'ils sont une arme. Et là, vous êtes revenu sur l'exemple de ce jeune TikToker burkinabé qui a failli trembler la toile. En quoi la jeunesse peut être une arme de veille citoyenne pour nos pays dans ce contexte actuel? Merci. C'est d'abord à travers leur jeunesse. Parce que bon, la jeunesse, c'est l'engagement, la fougue, la capacité de mobilisation, la capacité de réponse et l'audace par rapport à cela. Donc leur nombre en soi aussi est un facteur extrêmement déterminant. Nous avons indiqué l'Afrique aujourd'hui, une de nos principales forces, c'est qu'au moins 75% de notre population n'a pas 30 ans ou 40 ans. Et quand on regarde beaucoup de continents qui sont vieillissants, donc c'est une richesse extrêmement importante. Donc c'est eux qui sont aujourd'hui aux avant-pointes sur le plan de la technologie, sur le plan du développement, dans les champs, dans les usines, dans les armées. C'est eux qui peuvent faire la différence. La mobilisation populaire aussi, ce sont ces jeunes gens. Et c'est pourquoi aujourd'hui, quand vous regardez cette jeunesse-là, ça peut faire peur. Mais aussi, on doit avoir non seulement l'opportunité, mais elle peut faire sérieusement la différence. Et quand vous regardez les pays ou les puissances avec lesquelles nous sommes en compétition, ou nous sommes pratiquement aussi en combat, ils ont aussi un focus. Je l'ai rappelé encore une fois que la population et la jeunesse doivent rester notre centre de gravité. Aujourd'hui, nous sommes dans une sorte de compétition. Nos pays, nos dirigeants et les pays qui veulent contrôler nos pays, chacun veut avoir cette manne, si vous voulez, cette manne humaine qui est cette jeunesse. Et c'est pourquoi c'est important aujourd'hui, leur nombre, aujourd'hui, nos jeunes gens, c'est pas peut-être comme notre génération même. Ils sont formés aux meilleures technologies, ils sont décomplexés, ils sont connectés au monde. Et je crois que tout ça, c'est vraiment des opportunités qu'on doit saisir. Ce qui est important, c'est vraiment, comme je l'ai indiqué encore une fois, qu'on comprenne qu'il faut que nous arrivons juste à décoloniser les mentalités et à créer les conditions pour cette jeunesse de pouvoir s'épanouir. Parce qu'on indique, comme il a indiqué, on a des grands noms de la science, de la technologie dans ces pays développés. Tout ce que on a, nos jeunes gens, ils peuvent briller de la même façon. Mais souvent, ce qui nous manque, c'est comment créer un environnement. Parce que si un jeune Nigérien qui arrive à New York arrive à prospérer, à s'élever au sommet dans certains secteurs d'activité, or il a été peut-être à l'école à Filengue au Niger ou ailleurs, bon, ça veut dire que on ne part pas de rien. Peut-être que nos pays doivent créer cet environnement pour nos jeunes gens, pas seulement pour combattre, mais comment aussi développer nos pays. Oui, Monsieur Bakary Yaou Sangaré, dans votre intervention, vous êtes revenu sur le fait que si la jeunesse s'était mobilisée comme elle le fait présentement, au temps de Lumumba ou de Sankara, ces héros-là n'auraient pas été assassinés. Est-ce que c'est un appel à protéger nos dirigeants parce qu'ils ont pris des risques, ils ont osé, les dirigeants de nos 3 pays? Très clairement, c'est un appel parce qu'en fait, aujourd'hui, cette veille citoyenne fait que ces puissances qui en veulent à mort nos dirigeants, ces puissances sont hésitantes. Ils ont du mal à... vous savez, il y a
le monde a beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'avant, c'était la télévision, la radio. Vous n'avez droit à l'information elle était très sélective. Vous pouvez avoir l'information qu'on a bien voulu que vous ayez. Aujourd'hui, le téléphone, c'est une arme. Ça dit qu'aujourd'hui, ça va tellement vite que les gens, que c'est quand même des pays, ils doivent avoir un peu de scrupules, un peu froid aux yeux de faire certaines choses. Et comme je vous ai dit, à Niamey, s'il fallait aller chercher le président Tchani, il fallait marcher sur des colonnes pour arriver à la présidence. Parce que sur tous les ronds-points, c'était... Et aujourd'hui, je suis certain, vous avez vu le jour où il y a eu l'attaque à l'aéroport, spontanément, les gens sont sortis, sont partis occuper les voies d'accès au centre de décision, aux endroits névralgiques de la capitale. Pour pouvoir accéder à ces endroits, il fallait passer sur les colonnes. Donc, moi, je suis presque certain que ça a fait défaut. Moi, je connais au moins un président nigérien qui, s'il avait eu le même type de soutien, ne serait pas renversé. C'est le président, peu à son âme, le président Tanja. Moi, j'étais là lors d'une réunion avec 3 fois les Français l'ont. Moi, je suis resté 6 ans en France, je n'ai jamais venu en France. Jamais. Pourtant, on sait, les autres présidents, c'était toutes les 2 semaines. On a été invité 3 fois. Il a dit au président français, je ne viens pas. Il dit le marché, la loi du marché, c'est le client qui se déplace vers le marché. Jamais voilà. C'est vous qui avez besoin de notre uranium. Et il avait la formule, il disait que le Niger a le puits, que les autres pays ont le seau. Voilà, absolument. Voilà. Donc, franchement, c'est pour dire que quand ce monsieur a été renversé, nous, on est resté impassés, on était resté de marbre, on n'a rien fait. Voilà, je suis sûr que si la France en ce moment savait qu'il y avait cette prise de conscience, et je pense que les nouvelles technologies de la France ont beaucoup joué à conscientiser. C'était pas que nous on n'avait pas ça à notre disposition pour pouvoir atteindre le maximum de personnes. Mais ce que je voudrais dire aussi, par rapport à la jeunesse, il ne suffit pas d'avoir une jeunesse. On nous a dit, comme l'a dit Diop, à un moment on nous a présenté la natalité comme un problème. Pour voir que c'est vraiment dénuement. Il n'y a aucun sentiment humain dedans. On est allé jusqu'à vous avez chaque femme à 7,8 enfants. Qu'est-ce que vous avez vu de 0,8 enfants? Donc voilà. Donc on nous a trouvé ça, on nous a posé ça. Moi je dis, ce n'est pas un problème. Nous avons suffisamment de ressources et ils savent que cette jeunesse est là. Aujourd'hui, si nos armées arrivent à recruter, c'est une source inépuisable. Mais il nous faut une jeunesse de qualité. Moi, je dis qu'il faut former. C'est la première richesse, la formation. Et la deuxième, il nous faut des vertus. Parce que je ne dis pas les choses qui vont forcément faire plaisir à la jeunesse. Aujourd'hui, notre jeunesse a perdu en vertu. Et c'est essentiel que nous reconnections avec nos traditions, notre souveraineté, notre dignité et notre patriotisme. C'est vrai, ils sont là, mais il nous faut un retour vers ce verset. D'accord. On s'achemine vers la fin de ce débat. Je rappelle que vous êtes sur Radio Dandé, Liptako, émettant à modulation de fréquence à Ouagadougou sur le 94 FM, au Niger, à Niamey sur 96.2 FM et que nous recevons M. Bazolma Bazié, président de la Commission nationale de la Confédération de l'AES, M. Karamoko Jean-Marie Traoré, ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, M. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali, M. Bakary Yaou Sangare, ministre des Affaires étrangères du Niger. M. Sangare, on reste justement avec vous. On va faire cette fois-ci comme ça pour donner les derniers mots à M. Bazié, aux auditeurs qui nous suivent sur Radio Dandé, aux téléspectateurs qui nous regardent sur la télé de l'AIS. Quel peut être le message à leur endroit aujourd'hui? Le message que moi je voudrais lancer, c'est de dire à cette population de rester soudée derrière leurs dirigeants. Nous avons besoin de ça, nos dirigeants ont besoin de ça, et c'est là le premier capital sur lequel est fondée notre lutte. Aujourd'hui, nous avons besoin de ça, c'est un. La deuxième, c'est de continuer à prier. Continuer à prier Dieu pour qu'il assiste nos pays, parce que c'est un combat inégal qui est en train de se passer. Si jusqu'ici qu'on a tenu, c'est parce que notre force réside dans nos foi, notre force réside dans nos prières.
Et la troisième chose que j'aimerais dire, c'est de dire à cette jeunesse-là sur laquelle nous comptons, le travail. Après le travail, comme le dit l'adage, l'indépendance, il n'y a rien ce qui va faire la différence entre eux demain. Ça sera le travail, rien d'autre. Le reste ne tiendra pas longtemps. D'accord. Merci. Monsieur Abdoulaye Diop, dernier mot, message particulier. Message particulier, comme aussi le président Traoré vient de nous dire, il faut que notre jeunesse, nous-mêmes, nous comprenions que personne ne fera une solution toute faite pour le pays. Et que nous devons nous inventer, nous réinventer, nous-mêmes, chercher des solutions qui sont adaptées à notre contexte. Et le deuxième message, c'est encore une fois de rappeler à tout un chacun la nécessité pour nous de construire tout ce que nous faisons en tenant compte de nos référents culturels. Parce que la culture est un outil de construction massive. Parce que quand vous regardez aujourd'hui, aussi on prend même l'analogie avec les technologies pour accroître notre connectivité. Quand on utilise la culture, la connectivité, c'est de cœur à cœur. Ce sont nos cœurs qui se connectent. Aujourd'hui, nos peuples battent à l'unisson parce que, on ressent les mêmes choses par rapport à nous. Donc, on utilise aussi la culture comme un ciment, un levier. Même dans le cadre de notre combat, je crois que ça nous crée un peu cette confiance. Et le dernier message, encore une fois, comme je le disais à la conférence, soyons conscients qu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase de guerre cognitive et que l'enjeu, c'est le contrôle de nos esprits et de nos cœurs. Qu'on soit extrêmement vigilants par rapport à ça et que nous fassions tout pour ne laisser personne contrôler notre mental et faire de nous pratiquement des instruments où la télécommande peut être à Paris, à Bruxelles ou à Washington et que nous ne devenons que des instruments. Soyons conscients qu'il faut que nous-mêmes nous contrôlions notre narratif, nous contrôlions nos émotions et nous contrôlions aussi notre propre pensée. Ok. Monsieur Karamogo Jean-Marie Traoré. Merci. D'abord, je souscris entièrement à ce que les deux prédécesseurs ont déjà dit. Et je voudrais véritablement saluer la résilience du peuple sahélien. Le Burkina, le Mali, le Niger ont des populations extraordinaires qui ne cessent de démontrer chaque jour qu'elles sont capables et qu'elles sont engagées à accompagner les trois chefs d'État. Et c'est vraiment leur réitérer cette gratitude-là et dire que nous sommes sur le bon chemin. Le ministre Diop l'a mentionné tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a toutes sortes d'informations qui circulent sur les réseaux sociaux et nous savons que c'est construit justement pour soit créer des nouveaux clivages ou en tout cas élargir des fissures. Mais nous savons qu'un peuple soudé, c'est un bouclier infranchissable devant l'ennemi. Que ce soit l'insécurité, que ce soit le dominateur, que ce soit le colon, il nous faut travailler davantage à nous rapprocher, à nous souder. C'est l'arme redoutable que nous avons et qui puisse nous permettre donc de réussir ce que nous sommes en train de faire. Et les enjeux sont tels que les choix qui ont été faits et les résultats qui sont en train d'être obtenus et qui démontrent que quelque chose est possible compliquent toujours la lutte et amènent toujours l'ennemi à trouver d'autres alternatives. Il faut que la population soit éveillée, que la population reste en alerte, mobilisée et soudée derrière les dirigeants de l'AES. Monsieur Bazorman Bazier, le mot de la fin. Le mot de la fin. Bon, d'abord, c'est de rappeler que nous sommes dans une guerre de conquête de notre souveraineté, une souveraineté qui ne se négocie pas, la souveraineté politique, économique, et sécuritaire et culturelle. Et si la souveraineté ne se négocie pas, nous devrions comprendre que les ennemis qui sont en face, ils ne dorment pas, ce qu'ils cherchent, ce n'est pas notre bien. Quelqu'un qui vit de votre sang, ce n'est pas pour que vous puissiez vous épanouir. Donc ils vont utiliser tous les moyens pour atteindre leur objectif qui est de recoloniser l'Afrique. Et s'ils utilisent tous les moyens, nous à notre tour, en deuxième étape, c'est de dire le mot ou le verbe vaincre ne peut pas être conjugué autrement que de dire nous sommes contraints de vaincre. Nous sommes condamnés à vaincre. Nous sommes engagés dans une bataille où soit nous avons la victoire ou nous périssons. Et ce n'est pas nous seulement qui allons périr, c'est y compris les générations futures. Et de ce point de vue, permettez que je salue la disponibilité de l'ensemble des peuples à travers le monde qui nous soutiennent
et en même temps ceux qui sont des frères africains de peau, mais qui ont le contenu du crâne. Autre chose, nous disons que leur géniteur ne doit pas être fier d'eux en termes d'ancêtres. Nous sommes en train de nous battre pour sauvegarder la mémoire de nos ancêtres et faire en sorte que les générations futures puissent s'épanouir. Et toute personne qui s'oriente dans le sens inverse, on se pose la question si vos parents qui ne sont plus en vie sont véritablement fiers. Chacun a intérêt à se réveiller et rentrer dans les rangs. Et le dernier élément, c'est à l'endroit de la jeunesse. Mon frère Bakary Yao l'a dit, il y a eu des leaders qui ont péri. S'ils avaient eu le soutien nécessaire, ce n'est pas évident qu'ils allaient périr. Donc l'histoire nous regarde, l'histoire regarde la jeunesse. Il nous appartient, nous qui sommes âgés, de conformer nos actes aux propos. Parce que la jeunesse, elle lit, elle écoute, mais elle retient mieux ce qu'elle regarde comme acte. Donc nous n'avons pas la force, toute la force, que Dieu, la nature, les ancêtres nous accompagnent, afin que nous puissions, en tout cas, aboutir à cette victoire. C'est sur ce message d'espoir que prend fin ce débat. Merci de l'avoir suivi. Nous avions autour du plateau M. Bazolma Bazié, président de la Commission nationale de la Confédération, l'AES du Burkina Faso, M. Karamoko Jean-Marie Traoré, ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali, et M. Bakary Yao Sangaré, ministre des Affaires étrangères du Niger. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'équipe de coordination, Salif Sanogo, Yolande Kalboulé, et derrière le micro pour la présentation, Sekou Tangara. Une émission à retrouver également au niveau de la télévision de l'AES et de nos plateformes digitales. À très bientôt sur les médias de l'Alliance des États du Sahel.